7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM. Alors, grand kawa largement consacré au déboire du président Macron, un kawa brûlant pour décrypter, comprendre pourquoi le chef de l'État a vécu le pire des salons de l'agriculture de l'histoire pour un président de la 5e République. On va le voir, tout ça en fait lui pendait au nez. Et puis pour le kawa sans filtre, mon invité détient un record. En fait, c'est un pionnier. Il a été le premier et le seul d'ailleurs, français d'origine maghrébine, à diriger un parti politique. Et oui, il a été patron du PS en septembre 2017. Et pourtant, même si c'est l'un des poids lourds, l'un des barons, comme on dit, du parti, le grand public le connaît peu. Rachid Temal, sénateur du Val d'Oise et porte-parole des sénateurs socialistes. Il vient de me dire, en plus, qu'il est président du groupe d'amitié France-Algérie au Sénat. On va revenir avec lui sur le week-end agité d'Emmanuel Macron. On va parler Proche-Orient, loi immigration, mais également absence de diversité en politique, et particulièrement au PS. Je vais l'embêter avec ça. Rachid Temal, bonjour. Déjà, vous le prenez comment, votre kawa? On va vous le servir, parce qu'on a oublié de vous le servir aujourd'hui. Alors, la vérité, c'est que je n'en prends jamais. Repartez, parce qu'on n'a pas mis votre micro. Pardon. Ah, d'accord. Ouais. La vérité, c'est que je n'en prends jamais. Ah bon, donc, mais merci quand même de m'accueillir. Ah oui. Vous prenez pas de kawa ce matin. Plutôt un thé, vous, non? Non, un verre d'eau. Ah, d'accord. Moi, je suis plutôt eau. C'est l'ancienne politique, ça c'est l'eau. Mais avant, kawa brûlant pour comprendre la déroute annoncée d'Emmanuel Macron au salon de l'agriculture. C'est en fait l'histoire d'un homme qu'on pourrait comparer à un enfant qui aurait attrapé froid malgré les mises en garde de ses parents. Un enfant qui aurait enlevé progressivement son écharpe, son bonnet, son manteau, puis son pull, des vêtements censés le protéger contre le froid, et qui en retour sûr de lui répond de manière insolente: oui, mais moi je suis plus fort que les autres enfants, je ne vais pas tomber malade. La première protection qu'il a délibérément choisi d'anéantir, c'est un vieux bouclier imaginé par le général de Gaulle, un pare-feu pour se protéger des extrêmes. On appelle cela l'alternance et le bipartisme. Lorsque le général imagina la Constitution, il voulut un régime dans lequel le président avait énormément de pouvoir. Et dans ce schéma, le vainqueur des élections se retrouvait avec une large majorité pour gouverner. Ce système, à l'inverse de la proportionnelle, favorisait les deux grands blocs traditionnels, la droite et la gauche, alternant les périodes de pouvoir. Un système peut-être moins démocratique, mais qui empêcha le Front National de Jean-Marie Le Pen d'être représenté de manière conséquente à l'Assemblée. Eh bien, cette arme anti-extrême droite, antifascisme, Emmanuel Macron décida de la détruire. En faisant comment? En affaiblissant, et le mot est faible, le PS et la droite. Le PS en se présentant à la présidentielle contre lui alors qu'il avait été ministre d'un gouvernement socialiste. Le parti ne s'en remet toujours pas. Il a dû vendre son siège historique à Solferino et n'a pas atteint les 2% à la dernière présidentielle. La droite et le républicain à qui il débauche remaniement après remaniement, ténor et tête d'affiche. Conséquence, son principal opposant, c'est aujourd'hui le RN de Marine Le Pen et Jordan Bardella, un parti qui pèse 92 parlementaires, qui est normalisé dans les médias et qui est même applaudi au salon de l'agriculture. Deuxième automutilation, son attaque à la presse et aux journalistes. En pleine affaire Benalla, Emmanuel Macron, on le rappelle, avait asséné: nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité. Attaque grave au journal le plus sérieux de notre pays, Le Monde, qui avait révélé l'affaire. Il a récidivé récemment en remettant en cause la probité de l'enquête, de complément d'enquête sur France 2 à propos de l'affaire Depardieu, en abîmant ainsi l'honnêteté et la légitimité des journalistes. Il reprend les formules des tenants de fake news et de la fachosphère, leur donnant de la force et de la crédibilité, ces mêmes milieux qui souhaitent tout simplement son départ, voire son élimination physique. Enfin, sa tentative de destruction de ce qu'on appelle les corps intermédiaires, notamment les syndicats, l'ont conduit dans cette perpétuelle situation de tension où la discussion et le débat ont laissé place aux huées, aux menaces et aux rapports de force, et où la violence est érigée en méthode ordinaire. Après les gilets jaunes et les ministères qu'on défonce à coups d'engins de chantier, voici donc Emmanuel Macron face à des agriculteurs qui lui promettent l'enfer et se payent même le luxe de refuser un débat contre lui ou avec lui. C'est ce qu'on a vu au salon de l'agriculture, et ce qu'on a vu au salon de l'agriculture est d'une extrême gravité, et ces images resteront. Le diagnostic pour Emmanuel Macron est plus grave que prévu. Sa maladie n'est peut-être pas incurable, mais elle le place probablement comme le président qui a le plus abîmé la fonction présidentielle. Alors c'est dur ce que je dis, mais je pense que c'est objectif. Et qu'est-ce que vous avez pensé, à Rachid Temal, qui est donc mon invité, sénateur du Val d'Oise? Qu'est-ce que vous avez pensé de la séquence Macron au salon de l'agriculture? D'abord, je pense que c'est une catastrophe pour le président. Je crois que vous avez résumé, c'est-à-dire que c'est le pire accueil ou le pire démarrage pour un président au salon de l'agriculture. Mais il y a un élément que vous avez peut-être pas ajouté, que je peux ajouter, c'est qu'il n'a pas compris qu'il n'avait pas gagné les élections législatives de 2022. Et je crois que c'est le point de départ, c'est-à-dire qu'il est minoritaire à l'Assemblée, et donc depuis il s'évertue à essayer de gouverner alors qu'il aurait dû ouvrir à d'autres.
je ne sais pas qui voulait gouverner avec lui, mais il aurait dû ouvrir. Donc après, c'est une catastrophe pour lui les images de l'Assemblée, surtout qu'en parallèle et en creux, Bardella, lui, a pu faire plein de selfies, donc ça a une image assez particulière. Mais c'est vrai que Emmanuel Macron cherche depuis le début à démontrer, il l'avait fait en 2019 déjà, aux élections européennes, que c'est lui ou Le Pen. Donc de fait, à la fin, vous réduisez le débat, et maintenant on est face à cela. Pour autant, pour les agriculteurs, le débat n'est pas réglé, parce que en fait, les problèmes qu'ils ont aujourd'hui, ça veut dire d'avoir des revenus décents, n'est pas réglé. Le problème que les Français aient de la nourriture de qualité à un prix abordable n'est pas réglé. Donc pour l'instant, rien n'est réglé, si ce n'est l'image d'un chaos, je crois, qui a été donnée hier par le président de la République. Vous avez un peu de compassion pour lui quand c'est jamais une belle image quand même quand on voit le chef de l'État, notre président, parce que c'est notre président qui se fait bousculer comme ça dans un salon. Est-ce qu'on peut avoir un peu de pitié, si c'est le mot Non, mais moi je suis respectueux de la fonction présidentielle, et c'est vrai que je ne soutiens pas des opérations qui visent à toucher soit un homme, soit en tout cas cette fonction-là. Et c'est vrai qu'il faut être honnête, dans ce qui s'est passé au salon, j'ai dit ce qui était sur le président. En même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a une raison syndicale quand même assez proche de l'extrême droite, qui a aussi rajouté. Je crois que c'est pas une bonne chose. Donc tout ça, à la fin, c'est bon pour personne. Il peut se redresser, vous pensez? On l'a déjà vu revenir. Il a de la ressource, comme on dit. Il a de la ressource, bien sûr. Il n'aurait pas été élu 2 fois. Il a pu maîtriser, il a démontré encore les dossiers. La réalité, c'est que son mandat s'arrêtera en 2027. Et pour tous les présidents qui font un second mandat, regardez bien, depuis la Ve République, François Mitterrand, 88, 93, Jacques Chirac, 2002, 2007, on voit bien que je crois que la fin sera terrible, parce que qu'est-ce qui se passe dans ce mécanisme-là? Ses collègues à lui, ses partenaires ou ses supporters, ils se disent il va pas se représenter, donc la mécanique va s'arrêter, donc faut trouver autre chose, donc ils cherchent autre chose, et les opposants disent en fait on peut passer à autre chose. Donc je crois que la fin de ce quinquennat sera très violente, et c'est vrai que maintenant il faut trouver des solutions pour s'en sortir, parce que le risque c'est que ce soit à la fois très violent jusqu'à la fin de son quinquennat, et qu'il y ait un tel chaos que l'extrême droite puisse reprendre le pouvoir en 2027. Alors on va reparler du risque et de la menace de l'extrême droite, de la gauche, du PS, de la loi immigration. Rachid Temal, sénateur de Paris, du Val d'Oise, je vous mets à Paris, moi, voilà, sénateur du Val d'Oise, et qui a été le premier à diriger, le premier Français d'origine maghrébine à diriger un grand parti, le PS. C'était septembre 2017 jusqu'en avril 2018, je crois. C'est cela. Alors là, justement, j'ai une question sur le PS. Comment ça va le PS? Comme ça, je me dis, pas ouf, hein, non? Je crois que vous avez fait la bonne réponse, pas ouf. Mais après, vous savez, certains on pourrait dire faut partir ou pas. Moi, je crois que la question, c'est, moi, je suis rentré au Parti socialiste pour des valeurs et des idées, celle de la justice sociale, du progrès, de la redistribution. Alors j'y reste parce que je crois qu'il y a encore un bel avenir si on y travaille vraiment. On a l'impression que c'est en France, quand une structure est en difficulté, on fait appel aux rebeux. Et là, on dit vous êtes restés quand même. Il y en a qui sont partis, mais vous êtes restés. Alors c'est vrai qu'en 2017, pour reprendre, quand je suis devenu premier secrétaire par intérim, j'étais seul. Et donc il a fallu prendre. Ça, je me rappelle. Et moi, je venais là, je venais vous voir là. On faisait les journalistes le pied de grue, mais qui est le nouveau patron? C'est lui. D'accord. Mais moi, j'étais. On vous connaissait peu d'ailleurs. Oui, c'est normal. Mais non, mais je suis resté. J'ai fait la part de travail qui me semblait nécessaire pour sauver un collectif et une histoire. Et maintenant, après, c'était à d'autres derrière moi de faire la suite. Donc, je pense qu'il faut se remettre au travail. Et puis, je pense qu'il manque aux Français, c'est que on dise, mais les socialistes, vous pensez quoi? Vous dites quoi? Et je crois que c'est ça le principal défi qui est le nôtre. Quand on crie, qu'est-ce qui est plus dur pardon, est-ce que je vais être sympa quand même, parce que depuis je suis un peu dur. Non, ça va. Quand on critique Emmanuel Macron, c'est que c'est difficile, c'est facile, c'est la critique facile, mais qu'est-ce qui est plus dur aujourd'hui, d'être socialiste ou d'être macroniste? Incontestablement, le plus dur, c'est d'être macroniste. Oui. Oui. Parce que vous faites une politique de droite, et donc vous êtes quelqu'un de droite. Moi, je suis de gauche. Je suis un homme de gauche, je suis resté à gauche. Après, il y a des centristes qui peuvent aimer ce que fait Macron, ou des gens de sensibilité plutôt à droite. Je veux dire, aujourd'hui... de droite, mais ça, vous me dites par rapport à moi, ma vision. Comme je suis un homme de gauche, moi, je préfère être à gauche, donc socialiste, plutôt que d'être macroniste, qui sont des hommes aujourd'hui qui mènent une politique de droite. Et justement, c'est de la faute de qui l'état du PS aujourd'hui? François Hollande, Manuel Valls, Emmanuel Macron, vous, les dirigeants, les apparatchiks du PS actuels, on va dire?
Vous savez, on peut jouer à ce jeu-là. Moi, en tout cas, je dirige pas le Parti socialiste depuis 2018. Donc, il y a des gens qui, depuis 2018, sont en responsabilité. Ils peuvent s'interroger sur l'état du parti eux-mêmes. Mais encore une fois, la question toujours pareille, c'est une fois que le lait est tombé, on peut essayer de le remettre dedans. Ma question, c'est comment on construit autre chose. Donc, c'est ça qui m'intéresse plutôt. Alors, comment on construit le PS là ? Je pense que la vraie question, c'est que pour les gens, qu'on ait un projet de société. C'est-à-dire que les gens se disent, mais en fait, les socialistes, vous proposez quoi ? Vous dites quoi ? Sujet par sujet, et puis il faut avoir une vision. Je pense que c'est comme ça qu'on deviendra, j'ai envie de dire, crédible, et que les gens se diront, finalement, quand je suis smicard, quand je suis hôtesse de caisse, quand je suis cadre, quand je suis, fonctionnaire, je me dis, est-ce que quand je veux mettre le bulletin socialiste, que ma vie va changer, va s'améliorer ? C'est ça la vraie question. C'est la seule question qui compte en politique. Si les gens pensent que oui, alors ils voteront pour vous. Donc c'est ça le vrai défi qui est devant nous. Alors donc, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez dirigé le PS en 2017. Vous étiez le premier Français d'origine maghrébine à avoir dirigé un grand parti. J'ai envie de dire, c'est quoi le souci ? Et particulièrement avec le PS, je vais être assez cash, c'est quoi le souci du PS avec les Arabes ? Alors d'abord, je suis le seul, j'étais le seul, je suis toujours le seul, parce qu'il n'y en a pas eu depuis. Je crois pas qu'il y ait de souci. Il est clair qu'au Parti socialiste, comme dans tous les partis, vous avez à la fois des gens qui ont... porter vraiment la question de l'intégration, de tout vivre ensemble, etc. Et d'autres qui sont, comme dans la société française, quelques réticences à imaginer que ça puisse évoluer. Non, mais si je caricature la base militante, quand on fait des meetings, il y a beaucoup de Français d'origine maghrébine, mais plus on monte dans les étages, moins il y en a dans les bureaux. Alors ça dépend, mais ça dépend quelle période. Je veux dire, il y a eu des périodes où, moi j'étais, avant d'être pour numéro 1 par intérim, j'étais numéro 2. Ce qui comprend qu'il y en avait d'autres. C'était Jean-Christophe Cambadélis à l'époque qui avait fait des choix de mettre. Il y avait Karim Bouamran avec moi. Il y avait Nadège Azaz. Donc il avait fait le choix, lui, par exemple, de mettre en avant des gens qui étaient effectivement issus de d'autres parcours, issus notamment des jeunes maghrébins, qui étaient des jeunes prometteurs. Je vous donne les 2 noms de personnes qui ensuite ont gagné des élections. Sur des postes, moi je veux dire des postes ministériels, par exemple, quand un parti est au pouvoir. C'est quand même terrible de se dire que c'est Nicolas Sarkozy, un ministre droite très à droite, qui a pour la première fois nommé un ministère régalien une Française d'origine marocaine, maroco-algérienne. Et on a le sentiment que ça, le PS, qui a été au pouvoir, ne l'a pas fait, a eu peur, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi. Il ne l'a pas fait, c'est vrai. Même si François Hollande a nommé Najat Vallaud-Belkacem ensuite. Après, ça arrive après. Mais non, moi je conteste pas. Je veux dire, j'ai envie de dire que le grand désamour, c'est même la marche des beurs. Vous n'avez pas évoqué ça, mais sûr. En 3 décembre de 1983, quand ils arrivent à Paris, ils sont ensuite phagocytés effectivement par des gens issus du PS, pas le PS en tant que tel, mais des gens issus du PS. Et moi je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été fait, mais il faut qu'absolument la prochaine fois ce soit fait. Alors j'invite tous ceux qui ont des prénoms comme nous deux, par exemple, à être candidats à la prochaine primaire des socialistes, par exemple. On doit vous le dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté à gauche, issus de l'immigration, alors de première ou deuxième, même troisième génération, qui sont sentis un peu trahi, c'est peut-être un grand mot, mais non, trahi par le Parti socialiste, non, franchement. Moi, le premier, c'est ce que j'allais. Je le voyais, il voulait ouvrir le micro, vas-y. J'allais rebondir, c'est vrai que mon père était syndicaliste à la biscuiterie nantaise. On a tous été bercés par la gauche de manière générale et le Parti socialiste à l'époque. Et on a été extrêmement déçus. On a eu l'impression d'être manipulés par ce parti. On a voté pour, on s'est mobilisé pour à l'époque, et on n'a pas eu de retour en termes de reconnaissance et de facilitation, on va dire, de parcours dans le milieu de l'entrepreneuriat, dans les grandes écoles, etc. Et on a été choqués de voir qu'un gars comme l'ex-président Sarkozy nomme des gens où on savait que c'était par opportunisme et par intelligence. Il y a plusieurs choses. D'abord, j'en parlais hier avec ma mère. Je déjeunais chez mes parents et pour tout vous dire, j'étais avec mon grand frère et on déconnait là-dessus, et je lui rappelais quand même, et c'était ce que me dit ma mère souvent, c'est que François Mitterrand, pour elle, c'est notamment la carte de séjour de 10 ans. Donc on peut pas dire que la gauche n'a rien fait, si je prends cet exemple-là. Parce qu'on a tendance à l'oublier. C'est fondamental. Avant François Mitterrand, et c'est parce qu'il y a eu la marche de 83, la marche des beurs. Mais avant François Mitterrand, c'était pas la même vie. C'est-à-dire que ça permet aussi, grâce à Mitterrand, à nos parents, à nos grands-parents, de se dire que définitivement, ils peuvent rester là de façon durable et par rapport à leur enfant. C'est chaud, je pourrais continuer comme ça. Quand on fait, par exemple, les classes d'âge qui se développent, notamment pour avoir leur bac dans les années 80, sous la gauche, ça bénéficie aussi aux gens des quartiers. Donc certes, il n'y a pas eu de mesure spécifique peut-être, mais il y a eu quand même des mesures globales qui faisaient qu'on doit aussi tous progresser ensemble. Après, oui, c'est Sarkozy qui l'a fait, et je le regrette,
même si après il y a eu une Najat Vallaud-Belkacem, mais c'est vrai que là-dessus il faut progresser. Donc c'est pour ça que je le dis. C'est à la gauche de le faire, hein, c'est pas à la droite. Mais je suis d'accord que c'est à la gauche de le faire. C'est pour ça que je le dis, il faut que dans les prochains combats, dans les prochains débats, il y aura forcément une primaire, il faut qu'il y ait des gens issus de l'immigration qui soient candidats. Justement, on parle de débat, il y a un débat qui a cristallisé la classe politique, la France. Alors ici, ça nous a secoué aussi, c'est la loi immigration. Et ce sont les sénateurs de droite, en quelque sorte, qui ont imposé leur vision à Emmanuel Macron. Vous, qui êtes sénateur, c'était comment l'ambiance au Sénat quand on s'appelle Rachid à ce moment-là ? Alors moi ça se passe très bien à titre personnel, mais quand il y a eu le débat, ça doit être compliqué. Non, mais j'ai voté contre comme le groupe socialiste a voté contre. D'ailleurs on s'est battu pied à pied contre les propositions qui ont été faites. D'ailleurs je vais le dire, le texte d'Emmanuel Macron était mauvais déjà en soi. Faisons pas de semblant de croire qu'il y avait un mauvais texte qui a été il a été en plus amplifié dans le mauvais sens. Mais on a combattu pied à pied, et après c'est vrai que parfois certains quand ils se lâchent ça fait mal. Ça fait mal de se dire qu'en 2023, parce que c'était en décembre 2023, on puisse dire des âneries de cette nature-là, en mélangeant tout d'ailleurs, avec parfois des contradictions, parce que par exemple, on dit tous ces gens qui sont issus de l'immigration, alors maintenant il faut arrêter en plus, parce qu'ils sont nés en France, etc. On leur dit il faut prendre la nationalité française, parce que c'est ce qu'il faut faire. Bon, mais la droite a souhaité de réduire les capacités à devenir français. Donc c'est même contradictoire. Il ne faut pas dire aux gens soyez français, mais on vous empêche ou on réduit la façon d'être français. Donc c'est un mauvais texte, des mauvais propos, et oui c'était violent, mais c'est comme ça qu'on se dit qu'on doit être utile. C'est pour ça qu'être sénateur, quand on s'appelle Rachid, d'ailleurs je suis le premier après les indépendances sénateur à s'appeler Rachid aussi, comme quoi je cumule les premières, c'est de dire qu'il faut continuer à combattre. Et que le combat n'est pas vain et qu'il faut bien être là. C'est le bon endroit. Vous qui avez connu le FN version Jean-Marie Le Pen, quand même, vous l'avez combattu. Quand vous avez vu le concept de préférence nationale injecté au débat public, injecté dans une loi, notamment concernant les prestations sociales, ça vous avait fait quoi ? C'est quand même une barrière symbolique, la préférence nationale. C'est une barrière. C'est vrai que c'est une victoire idéologique de l'extrême droite. Mais là, soyons honnêtes, ça fait des années qu'on voit dans la société française leurs idées progresser. Et ça fait longtemps que, effectivement, la gauche, mais pas que la gauche, d'ailleurs même dans les médias, même les journalistes, il y a plus de grands concepts idéologiques qu'on arrive à mettre en face. Parce que il y a quelques années, il y aurait des manifestants dans tous les sens, il y aurait eu des médias dans tous les sens, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Donc oui, il y a un combat idéologique à reprendre. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le débat que doit reprendre la gauche sur des valeurs. Et redire oui, face à ces valeurs d'exclusion, il y a des valeurs aussi de rassemblement. Pour les européennes, votre candidat c'est Raphaël Glucksmann, c'est ça ? C'est cela. C'est l'arme anti-RN, et pour remonter, vous pensez Raphaël Glucksmann, un Parisien, on va dire, certains l'appellent homme politique de salon, non ? J'exagère ? Et j'ai un grand respect pour lui. Mais je crois que c'est pas une bonne chose de dire cela. D'ailleurs, c'est ce que dit souvent l'extrême droite. Je dis pas que vous l'êtes, mais en tout cas, c'est ce que. Oui. Mais là-dessus, il y a pas de souci. Mais d'abord, moi, faut pas se tromper d'élection. L'élection européenne, c'est pas de savoir la vraie question, c'est combien de sièges pour chacun au Parlement européen. En fait, au Parlement européen, depuis sa création, c'est la droite qui dirige. Et la gauche, en tout cas les socialistes, parce que c'est de ça dont il s'agit, les socialistes sont le deuxième groupe. Et nous sommes à 30 sièges derrière la droite. C'est-à-dire si dans chacun des pays, il y en a 27, grosso modo, on prend un siège, on peut devenir majoritaire et faire en sorte que, enfin, au Parlement européen, la gauche soit majoritaire. C'est ça le débat. Vous avez un objectif ou pas pour les européennes ? L'objectif en chiffres. Non, mais l'objectif c'est que score, moi je veux qu'on fasse 10. Ah oui, et que comme ça, et c'est ce que disent les sondages aujourd'hui, on verra. Et comme ça, faire en sorte que si on emmène nous comme ça 4 députés socialistes supplémentaires au Parlement européen, et si chacun fait pareil, alors la gauche peut prendre le pouvoir en Europe et faire que l'Europe elle protège, elle donne plus de salaire, elle donne plus d'emplois. Et c'est ça l'enjeu qui est le nôtre. Moi c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ça l'élection européenne, c'est ce qu'il faut dire aux Français. Voter socialiste aux élections européennes, c'est une majorité de gauche au Parlement européen à partir de juin 2024. Vous avez une autre casquette au Sénat, vous êtes, je crois, président du groupe d'amitié France-Algérie. Donc, je peux vous poser la question de manière très cash, c'est quoi les relations aujourd'hui entre la France et l'Algérie ? Est-ce qu'elles sont bonnes ou pas ? Parce qu'on parle souvent des relations actuellement entre la France et le Maroc, entre le Maroc et l'Algérie, un peu moins entre la France et l'Algérie. Elles sont pas si bonnes que ça, malheureusement. C'est-à-dire que, je sais pas qu'elles sont pas si bonnes. Elles sont, on va dire, un peu en stand-by. Donc, en fait, ce que c'est que on croit beaucoup à la diplomatie parlementaire. C'est-à-dire qu'on peut avancer entre parlements à travailler. Donc moi,
Je suis en contact avec le Conseil de la Nation, puisque c'est comme ça que c'est le nom du Sénat en Algérie. J'étais dans la visite présidentielle d'Emmanuel Macron et celle d'Elisabeth Borne. Je pense que maintenant, il faut que chacun mette en place le protocole qu'a signé Alger, qui est un bon protocole. Il y a un travail qui est en train d'être fait sur la mémoire. Je vais bientôt auditionner d'ailleurs Benjamin Stora et d'autres sur la question de la mémoire. Et puis, on va essayer de travailler sur différents dossiers. Donc, notamment, on va travailler sur les questions des échanges économiques, sur les questions de la jeunesse. Mais je crois qu'on a l'impression que les mêmes dossiers n'ont pas été traités. Donc, on parlait de la mémoire, on parlait des échanges économiques, il y a la question des visas qui revient, et évidemment, ça avance pas. À cause de la France ou à cause du régime algérien qui a un petit peu du mal à avancer aussi dans la modernité. C'est quand même les anciens qui sont toujours au pouvoir. C'est toujours manifestement les anciens qui sont au pouvoir, mais je crois que c'est la faute des deux. Je veux dire, c'est les deux. C'est-à-dire que je crois que les deux ont la volonté d'avancer, et il y a un paradoxe, c'est qu'ils n'avancent pas suffisamment, alors qu'ils se connaissent intimement, et c'est ça qui est regrettable. Donc nous, on essaie comme ça au niveau du Parlement de faire avancer les choses. Donc sur la mémoire, il faut reconnaître que sous Emmanuel Macron, parce que de temps en temps il faut dire la vérité aussi, c'est qu'il a fait avancer les dossiers, parce qu'il a accepté ce travail de 1830, l'arrivée des Français en Algérie, jusqu'à la fin de la guerre 1962 et l'indépendance de l'Algérie. Et donc c'est là où il y a les 5-6 historiens qui bossent ensemble. Oui. Ça, c'est une vraie avancée. C'était une demande d'Alger. C'est une vraie avancée. Je pense qu'il faut pousser dans ce sens-là. Il y aura bientôt un match France-Algérie ou pas? Est-ce que c'est dans les tuyaux? C'est Algérie-France. Algérie-France, c'est retour. Bah oui, parce qu'ils nous ont déjà prêté le Stade de France la dernière fois. On leur prête. Non, là, on a. Moi, je m'en souviens bien. J'étais dans les tribunes. Mais non, c'est pas prévu encore. Bah, je suis pas la Fédération française de football. Non, mais peut-être que vous êtes un peu dans les discussions. Non, pas de ce point de vue-là, mais c'est vrai que ce serait une bonne chose. Je crois que, quand on est français-algérien, on aime les deux équipes. Donc je pense qu'il faut effectivement un match Algérie-France serait génial. Vous serez pour qui? Moi, pour le football. Voilà. La bonne réponse. Bah oui, on voit du politique. Bah oui, quand même. Non, mais parce que je suis un vrai fan de football. Et donc j'aime le football. Par exemple, il parle quand même politique. Non, tu sens l'intonation. Non, c'est vrai. J'ai d'ailleurs apprécié hier la victoire de Marseille. Ah voilà. Même s'il me flatte. Deuxième technique, tu flattes ton interviewé. Il me parle de l'OM, après il me parle de ma famille, mes enfants. Si tu poses la question à Moura ou plutôt Giroud? Non, mais je termine. Parce que moi, en fait, mon père soutient Marseille. Et moi le PSG. Donc c'est des vrais débats dans la famille. Mais là, il fallait pas venir ça en début d'interview, j'aurais cartonné là. Mais non, parce que moi, je suis du Valoise, le grand club, c'est Paris. Bon, pas Saint-Germain. Donc voilà, donc j'aime le foot. Non, après voilà, donc. Je soutiens la France partout. C'est marrant, des étudiants m'ont posé cette question ce week-end. J'étais en échange avec des étudiants, ils m'ont dit plutôt bleu ou plutôt vert. J'ai dit à l'étudiant un peu agressif, et toi tu préfères ton père ou ta mère? C'est pareil. Elle est pas voilà, mais en tant que donc en tout cas mais au-delà de ça sera un match quoi qu'il arrive, on soutiendra les deux équipes, et c'est la beauté du sport et la beauté de l'amitié entre les peuples. Et là c'est pas vraiment politique, c'est Rachid qui parle, et c'est vrai que ce serait une belle chose, je crois, pour tout le monde. On a mal digéré, je pense tous, le dernier match France-Algérie, et je pense serait bien d'avoir une belle fête cette fois-ci qui est jusqu'au bout. Ben merci, c'était très intéressant, on était très heureux de vous recevoir. Merci pour l'accueil. C'était même frustrant, il y avait plein de questions, mais on se reverra, on va refaire une... Si vous m'invitez, je reviendrai. Surtout qu'on a le droit des madeleines. Oui, on a le droit des madeleines. C'est une chose qui est généreuse, notre stagiaire. C'est vrai, madeleine de Proust, il y a la macroute de Proust aussi. Et je salue Amour et Bonheur. Bah oui. Oui, j'oublie pas. Vas-y. Je suis sponsorisé par un suite qui a beaucoup plu à notre invité. Voilà. D'accord. Parce qu'apparemment, ils sont issus du même quartier. Et en fait, c'est comme ma famille, c'est un ami d'enfance, c'est Fouad Ben Mansour. Voilà. Les jeunes entrepreneurs. Ah oui, c'est des jeunes, effectivement. Il a construit lui-même sa marque de textile et qui avance. Il y en a un deuxième dans la même cité où on a grandi, VO7 avec aussi, Ahmed. Donc voilà, donc je les salue bien évidemment. Top. Merci à vous en tout cas. Merci. Et à bientôt sur le terrain. Avec plaisir. Sûrement. 7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM.